Et si je te disais que ma propre sœur a été celle qui m'a bannie de la maison familiale, que c'est elle, pas un étranger, pas un voleur, ni un bourreau, mais ma propre sœur de mon sang, qui m'a enfermée dehors et m'a dit que je n'avais plus de foyer, ni de famille, ni même un prénom. Je m'appelle Marguerite Lemoine, j'ai 85 ans et je suis née dans un petit village paisible appelé Saint-Sauveur de Carouge, dans le nord de la France. Un lieu entouré de champs, de vent et de silence, où tout le monde connaît tout le monde, mais où personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Pendant des décennies, j'ai été le pilier de ma famille. J'ai renoncé à mes rêves, à mes études, à ma jeunesse pour m'occuper de mes parents malades, de ma sœur cadette Élise et du foyer. Je n'ai jamais demandé rien en retour. J'ai été cette femme discrète, présente, effacée, mais indispensable. Et pourtant, à la fin de ma vie, c'est cette même sœur, aujourd'hui avocate et aisée, qui m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Tu ne peux plus rester ici, tu n'es plus chez toi ». Je ne comprenais pas. Ma mère venait de mourir et dans ma naïveté, je pensais que le deuil allait nous rapprocher, que nous allions, pour une fois, nous soutenir mutuellement. Mais non, le lendemain de l'enterrement, Élise a changé les serrures. Elle m'a laissé un sac en plastique avec quelques vêtements et une lettre froide rédigée par son cabinet juridique. En quelques lignes, elle m'annonçait que la maison avait été mise à son nom seul, que je devais quitter les lieux sous 48 heures et que je n'avais aucun droit de contestation. Je suis restée là, assise sur le banc en bois du jardin, avec le vent qui me giflait les joues, un sac à mes pieds et ce sentiment de n'être plus rien, même pas une vieille, juste une ombre inutile. Mais ce que personne ne sait, ce que je n'ai jamais raconté, c'est pourquoi Élise a fait ça. Pourquoi cette rage, cette coupure brutale, ce rejet aussi profond. Et la vérité, c'est qu'il y a des blessures qui datent de l'enfance, des silences que l'on a couverts de tapis, de prières, de repas en famille, des secrets trop lourds pour être dits. Mais moi, aujourd'hui, à 85 ans, je refuse de mourir avec ça dans le cœur. Oui, j'ai commis une erreur terrible. Et même si j'étais encore jeune, même si je ne savais pas quoi faire, même si personne ne m'a tendu la main à l'époque, je l'ai laissé tomber. J'ai abandonné ma petite sœur quand elle avait le plus besoin de moi et je l'ai regretté toute ma vie. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas une justification, ce n'est pas un plaidoyer, c'est un aveu, le récit honnête d'une femme qui a trop longtemps porté le poids de ses silences, d'une sœur qui a regardé ailleurs au moment le plus crucial, d'une vieille dame que tout le monde croit inoffensive, mais qui cache une honte ancienne, une faute irréparable et un besoin brûlant de demander pardon, même si c'est trop tard. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Depuis ce jour, dans les années 50 où ma sœur a été brisée par un monstre qu'on appelait oncle, jusqu'à ce matin froid où j'ai été chassée comme une étrangère. Si tu es arrivée jusqu'ici, laisse-moi te demander une chose. Écris dans les commentaires la phrase « Je t'écoute, Marguerite ». Ce sera notre pacte, parce que ce que je vais te dire, personne ne l'a jamais entendu. Je suis née en 1939 dans une maison de pierre au bord de la forêt de Saint-Sauveur de Carouge, un endroit reculé où les hivers étaient rudes et les conversations brèves. Mon père, Lucien Lemoine, était un homme dur, autoritaire, et mon silence a été forgé par la peur que provoquait sa simple présence. Ma mère, Geneviève, n'était qu'une ombre derrière lui, une femme résignée, comme toutes les autres femmes du village à l'époque. J'ai appris très tôt que chez nous, on ne parlait pas, on ne posait pas de questions, on ne pleurait pas fort et surtout, on ne se plaignait jamais. Mon enfance s'est déroulée entre les travaux domestiques, les messes du dimanche et les consignes que l'on m'inculquait. Sois sage, ne dérange pas et surtout, respecte toujours les hommes de la famille. Ma sœur Élise est née lorsque j'avais 10 ans, une petite chose fragile, aux yeux clairs et au sourire immense. Dès qu'elle a été en âge de marcher, elle me suivait partout comme un petit chaton. Elle m'appelait Margou et m'écrivait des mots doux sur des bouts de papier qu'elle cachait sous mon oreiller. C'était ma joie, mon trésor. Mais cette lumière n'a pas duré. Un été, mon oncle Gaston, frère de ma mère, est venu s'installer chez nous. Il avait perdu son travail à Rouen et ma mère, sous pression de la famille, lui a ouvert les portes de notre maison. Il était grand, toujours en costume même pour aller chercher du bois, avec une voix douce qui contrastait avec celle de mon père. Mais dès le premier soir, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je l'ai surpris en train de regarder Élise dormir depuis l'embrasure de la porte. Il restait là, immobile, avec un demi-sourire. Je n'ai rien dit. Peut-être que je ne voulais pas voir. Peut-être que je n'étais qu'une enfant encore, malgré mes 18 ans. Habituée à ne rien dire. Les semaines ont passé. Élise a commencé à changer. Elle ne me suivait plus. Elle devenait nerveuse.
silencieuse, et sursautait dès que Gaston entrait dans une pièce. J'ai voulu lui parler. Elle a nié. Elle m'a regardée avec ses grands yeux pleins de larmes, mais elle m'a dit « Rien, Margot, je suis juste fatiguée. » Un soir, je suis entrée dans sa chambre sans frapper, et je l'ai trouvée recroquevillée sous les couvertures, secouée de sanglots. Elle m'a supplié de sortir, de ne rien dire à maman. Elle avait 11 ans, et moi, je suis restée pétrifiée. Je savais, mais j'ai eu peur. Peur que personne ne me croie. Peur que mon père la frappe pour avoir menti. Peur que ma mère ferme les yeux. Peur que l'on me traite de folle, de traîtresse à la famille. Alors j'ai fermé la porte, et je ne l'ai plus jamais ouverte. Gaston est resté chez nous pendant 3 ans. 3 ans où ma sœur est devenue une ombre. 3 ans où j'ai choisi de détourner le regard. 3 ans où j'ai été lâche. Et même aujourd'hui, alors que mes mains tremblent en l'écrivant, je sais que c'est moi qui ai condamné Élise au silence, moi qui ai construit ce mur entre nous. Je l'entendais parfois pleurer la nuit, et je posais l'oreiller sur mes oreilles, parce que c'était plus facile, parce que je voulais croire que ce n'était pas réel, parce que j'étais faible. Ce bloc est sans doute le plus difficile à écrire, car c'est ici que commence la vérité. C'est ici que j'ai cessé d'être la sœur aimante pour devenir la complice silencieuse. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas de la cruauté, mais c'était de la lâcheté pure. Et cette lâcheté, je l'ai portée comme une croix, année après année, jusqu'au jour où Élise s'est retournée contre moi. Aujourd'hui, je sais que tout a commencé là, dans cette maison froide, avec cette porte fermée, avec ce choix de ne pas choisir. Et c'est ce que je veux que tu comprennes avant tout. Avant que je ne poursuive, dis-moi dans les commentaires, Marguerite, je n'aurais pas fermé la porte. Même si tu ne me crois pas, même si tu me juges, je veux juste savoir que quelqu'un, quelque part, aurait tendu la main. Après le départ de Gaston, la maison est redevenue silencieuse, pas apaisée, juste silencieuse. Ma sœur Élise ne parlait plus. Elle passait ses journées à dessiner dans un coin, le regard vide. Maman disait que c'était les caprices de l'adolescence. Mon père, lui, grondait qu'il fallait l'occuper, la faire travailler, la sortir de sa paresse de petite bourgeoise. Moi, je me taisais. Nous allions tous les dimanches à la messe dans l'église de Saint-Hilaire-du-Harcouët, un vieux bâtiment de pierre grise avec ses vitraux poussiéreux et son cœur froid. C'était là que tout le village se réunissait. Là que la voix de l'abbé Bernard Lagrange s'élevait avec autorité, citant les Écritures, dénonçant le mal qui se cachait dans les murmures et les femmes désobéissantes. Il nous regardait souvent, Élise et moi, de son œil perçant, et je sentais qu'il savait. L'abbé Lagrange était une figure imposante. Il avait baptisé mon père, marié mes parents, et m'avait confessé des dizaines de fois. Il connaissait nos secrets mieux que quiconque. Quand Élise a arrêté d'aller à la messe, il a demandé à ma mère ce qui n'allait pas. Elle lui a dit qu'elle était malade. Il a hoché la tête, puis m'a convoqué à la sacristie un après-midi. Je me souviens encore de cette pièce froide, de l'odeur de cire et d'encens, de la voix grave de l'abbé qui me disait que je devais prendre soin de l'âme de ma sœur, que le diable se glissait dans les silences et que les filles rebelles ouvraient des portes à Satan. Je ne savais pas comment lui dire ce que je soupçonnais. J'étais paralysée, alors j'ai hoché la tête et j'ai dit que j'allais prier pour elle. Les mois ont passé. Élise s'est enfermée de plus en plus. Elle a commencé à se scarifier, de petites coupures sur les bras qu'elle cachait sous ses manches. Un jour, j'ai trouvé un de ses dessins, un homme grand, noir, sans visage, au-dessus d'une petite fille en pleurs. J'ai su, j'ai voulu lui parler. Elle m'a craché au visage, littéralement. Elle m'a dit « Tu savais, tu n'as rien fait, tu es comme lui ». Je suis tombée à genoux, je n'ai pas répondu. Puis, une nuit, elle a disparu. Mon père est entré dans ma chambre en hurlant. Ma mère pleurait. Les gendarmes ont été appelés, mais personne ne savait où elle était. Jusqu'à ce que l'abbé Lagrange vienne chez nous le lendemain matin avec Élise. Elle était sale, boueuse, les pieds blessés. Elle avait passé la nuit dans le cimetière, cachée derrière les tombes. Elle disait qu'elle voulait rejoindre les morts, que là, au moins, on ne la toucherait plus. L'abbé a dit qu'il fallait purifier son âme, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont envoyée au couvent de Notre-Dame du Silence, un endroit isolé où l'on envoyait les filles difficiles. On disait que là-bas, elles apprenaient à aimer Dieu. En réalité, elles apprenaient à se taire, à disparaître. Je ne l'ai pas revue pendant 5 ans. Pendant ce temps, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je me suis fiancée à André, un garçon du village qui travaillait dans les champs. Mes parents étaient contents. L'abbé nous a bénis. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais rien n'était en ordre. Moi, je pourrissais de l'intérieur. Chaque nuit, je rêvais d'Élise, de ses yeux remplis de haine, de ses bras pleins de cicatrices. Je rêvais de Gaston, de ses pas dans le couloir.
Et surtout, je rêvais de cette porte que j'avais fermée. Je suis allée voir l'abbé un jour. Je voulais lui parler. Il m'a dit, ce qui a été confessé est lavé. Ce qui est, tu es béni. Ne remue pas les ténèbres, ma fille. Et j'ai compris. L'Église ne voulait pas de notre vérité. Elle voulait notre silence. Alors j'ai continué. J'ai souri. J'ai cousu ma robe de mariée et le jour de mes noces, j'ai vu Élise tout au fond de l'église, en habit gris de pensionnaire, les cheveux rasés, le regard vide. Elle ne m'a pas félicité. Elle m'a juste murmuré « Tu t'es mariée avec ta honte » et elle est repartie sans un mot. J'ai failli m'évanouir, mais personne n'a rien vu, car dans ce village, dans cette église, dans cette époque, le silence était plus sain que la vérité. Avant de poursuivre, laisse un commentaire si tu as déjà senti qu'on t'imposait le silence. Je connais ce silence sacré qui détruit, parce que je ne suis sûrement pas la seule à avoir cru que se taire était la seule manière de survivre. Je me suis mariée avec André par devoir, pas par amour. C'était un homme bon, travailleur, calme. Mais il n'était pas prêt pour une femme comme moi, pas une femme pleine de fantômes. Le jour du mariage, j'ai senti dans ses mains une douceur que je n'avais jamais connue. Et pourtant, j'étais froide, rigide. Je souriais, mais à l'intérieur, je n'étais qu'un amas de cendres. Personne ne m'avait appris à aimer. On m'avait appris à me taire, à endurer, à survivre. Nous nous sommes installés à Avalon, dans une petite maison au pied d'une colline. André a trouvé du travail dans les vignes et moi je tenais la maison comme on m'avait appris. Il voulait des enfants, moi aussi, en secret. Je pensais qu'un bébé m'aiderait à retrouver quelque chose d'humain en moi. Mais chaque fois que nous étions ensemble, j'avais des nausées, des vertiges, des sueurs froides. Mon corps se contractait comme s'il revivait un danger. Au bout de quelques semaines, André m'a dit que je le repoussais, que je ne l'aimais pas. J'ai répondu que j'étais fatiguée. Il a cru que j'étais malade. J'ai vu dans ses yeux une tristesse immense. Il ne comprenait pas et je ne savais pas comment lui expliquer. Un soir, il m'a prise dans ses bras et m'a demandé « Tu as été blessée, n'est-ce pas, avant moi ?» J'ai fermé les yeux. J'ai juste hoché la tête. Il n'a pas insisté. Mais à partir de ce jour-là, quelque chose s'est cassé entre nous. Il a commencé à rentrer plus tard, à parler moins. Et moi, je me suis repliée encore plus. Puis, je suis tombée enceinte. C'était inattendu. J'étais heureuse, effrayée, confuse. Quand j'ai senti les premiers mouvements de ma fille, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années. C'était comme si quelque chose de vivant me rappelait que j'étais encore en vie. Je voulais appeler ma fille Élise, en hommage à ma sœur. Mais André a refusé. Il a dit que ce nom portait malheur. Nous nous sommes disputés. J'ai cédé. Elle s'est appelée Clémence. Quand elle est née, j'ai cru que le monde pouvait recommencer, que je pouvais devenir une autre femme. Mais très vite, mes angoisses sont revenues. Je ne voulais pas qu'André la prenne dans ses bras. Je sursautais quand il entrait dans la chambre. Je dormais avec Clémence collée contre moi, comme une barrière. Mon mari ne comprenait pas. Il se sentait exclu, rejeté. Et moi, j'étais incapable de lui expliquer que ce n'était pas contre lui. C'était contre l'ombre de Gaston, toujours là, dans chaque geste, chaque souffle. Un jour, André m'a dit qu'il se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Il a crié que je l'empêchais d'être père, d'être mari. J'ai voulu lui dire la vérité, mais les mots restaient me coincer. Comment expliquer une honte que moi-même je ne comprenais pas? Alors il a commencé à me tromper. Je l'ai découvert un soir, en retrouvant un mot dans sa veste, une lettre parfumée, pas très subtile. Il ne l'a même pas nié. Il a juste dit « Je voulais me sentir vivant ». Et moi, j'ai répondu « Moi aussi ». Mais au lieu de parler, on s'est éloigné. Clémence grandissait. Elle était vive, curieuse, douce. Elle aimait les histoires, les livres, les chansons. Elle me disait souvent « Maman, pourquoi tu ne ris jamais ?» Et je répondais « Je ris de l'intérieur ». Mais un jour, elle m'a dit « Je crois que ton intérieur est tout triste, maman ». Et j'ai compris qu'elle voyait ce que personne d'autre ne voyait. Elle avait à peine 6 ans. C'est à cet âge qu'elle a commencé à poser des questions. Pourquoi on ne va plus chez papy et mamie? Pourquoi Tati et Élise ne vient jamais? Pourquoi papa dort dans le salon? Je n'avais pas de réponse. Je me contentais de lui dire qu'un jour, elle comprendrait. Mais au fond, je savais qu'elle comprenait déjà trop. Un soir, alors qu'elle dormait, je me suis levée et je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu le visage de ma sœur. Le même regard éteint, la même bouche serrée. Et j'ai eu peur. Peur que Clémence hérite de cette douleur. Le lendemain, j'ai écrit une lettre à Élise. Je ne savais même pas si elle vivait toujours au couvent. Je ne savais même pas si elle me lirait. Mais j'ai écrit. J'ai vidé mon cœur. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit que je l'aimais et que j'étais prête à tout entendre, tout porter, tout
tout réparé. La lettre est partie. Les jours ont passé. Aucune réponse. Mais quelque chose en moi s'est allégé. Comme si, pour la première fois, j'avais fait un pas vers la vérité. Avant de poursuivre, dis-moi, as-tu déjà eu envie de tout dire, mais tu as préféré te taire par peur de perdre ce que tu avais? Commente. Je voulais parler, mais je n'ai pas su comment. Parce que je crois qu'on est nombreux à porter des vérités trop lourdes pour nos propres mots. Clémence avait grandi, et plus elle grandissait, plus elle me montrait sans le savoir le reflet de mes propres blessures. À 8 ans, elle avait ce regard profond, presque adulte, qui traversait les silences comme un couteau dans du beurre. Parfois, elle me fixait d'un air si grave que j'en oubliais qu'elle n'était qu'une enfant. Elle avait mes yeux, exactement les mêmes, et cette ressemblance me terrifiait, car je savais tout ce que ses yeux avaient vu, tout ce qu'ils avaient dû cacher. C'est à cette époque que les cauchemars sont revenus. Je me réveillais en sueur, tremblante, hurlant parfois. André n'était plus là pour me réconforter. Et Clémence, bien que trop jeune, venait dans ma chambre, posait sa petite main sur mon front et murmurait « C'est fini, maman. C'est juste un rêve. » Mais ce n'était pas un rêve. C'était un souvenir. Je me rendais compte que mon corps n'avait jamais oublié. Il se souvenait de chaque souffle fétide de Gaston, de chaque pression de ses mains sur mon poignet, de chaque regard complice de ma mère qui détournait les yeux. J'avais cru que le mariage et la maternité me libéreraient. Mais non, la douleur avait juste changé de forme. Un jour, Clémence est rentrée de l'école en pleurant. Une camarade lui avait dit qu'elle n'avait pas de vraie famille, que ses parents étaient des étrangers l'un pour l'autre. Ça m'a brisée. J'ai tenté de la rassurer, de lui dire que l'amour prenait parfois des formes étranges, mais elle m'a lancé cette phrase qui m'a transpercée. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Aimer. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré comme une enfant. J'avais honte d'être incapable d'aimer librement, honte de ne pas savoir comment lui offrir ce que je n'avais jamais reçu. Peu de temps après, j'ai reçu une réponse à ma lettre, une enveloppe simple, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille. Je te pardonne, mais je ne veux plus jamais te revoir. Signé Élise. Mon cœur s'est effondré. Je m'étais accrochée à l'idée qu'elle me comprendrait, que le sang parlerait. Mais non, le silence que j'avais imposé avait été plus fort que notre lien et elle ne voulait plus de moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas le droit. Mais cette lettre m'a poussée à réfléchir. Si Élise m'avait fermé la porte, je ne pouvais pas laisser Clémence me la fermer aussi. Alors, j'ai pris une décision. Je suis allée voir une psychologue. La première fois que j'ai franchi la porte de son cabinet, mes mains tremblaient. J'avais envie de fuir, mais j'ai tenu bon. Elle s'appelait Dr Bernadette Laval, une femme d'environ 60 ans, cheveux gris en chignon, voix douce et regard qui ne juge pas. Je suis restée muette pendant les 10 premières minutes. Puis j'ai dit, je suis morte à 12 ans. Et tout a commencé. Chaque semaine, je retournais la voir. Je parlais d'Élise, de Gaston, de ma mère, d'André, de Clémence. Je pleurais, j'hurlais, je me vidais. Elle m'a appris que je n'étais pas coupable, que mon silence n'était pas une faute, mais une stratégie de survie, et qu'il était temps de choisir autre chose. J'ai mis du temps, beaucoup de temps, mais peu à peu quelque chose s'est débloqué. Un jour, Clémence m'a trouvée en train de prier. Elle m'a demandé pourquoi je parlais toute seule. J'ai répondu que je parlais à Dieu. Elle m'a regardée, surprise, et m'a dit « Tu crois encore en Dieu, toi ?» Je n'ai pas su quoi répondre, car en vérité, ma foi était en ruine. J'avais été trahie par ceux qui parlaient en son nom. Et pourtant, il y avait en moi une étincelle, infime mais présente. Alors j'ai recommencé à aller à l'église, pas celle de mon enfance, une autre, plus petite, plus humaine. J'y allais discrètement. Je ne parlais à personne. Je m'asseyais au fond et j'écoutais. Je laissais les mots pénétrer même s'ils faisaient un mal. Et parfois, ils me réconfortaient. Un dimanche, alors que le pasteur parlait de pardon, Clémence s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu as quelqu'un à pardonner, maman ?» Je l'ai regardée et j'ai murmuré « Oui, moi-même ». Elle m'a souri et m'a pris la main. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas seule, que même si je ne pouvais pas effacer le passé, je pouvais construire un autre présent. Mais il restait une dernière chose que je devais faire, dire la vérité à Clémence, et je ne savais pas encore comment. Dis-moi, as-tu déjà eu peur de dire la vérité à la personne que tu aimes le plus? De peur qu'elle ne te voie plus jamais de la même façon? Commente. J'ai peur qu'on ne m'aime plus après la vérité.
car parfois, c'est l'amour lui-même qui devient notre plus grand silence. Je repoussais ce moment depuis des années. Dire à Clémence ce que j'avais vécu, c'était comme déterrer un cadavre que j'avais enterré vivante. Mais elle grandissait, elle devenait une adolescente. Et je sentais que plus je gardais ce secret, plus je l'éloignais d'elle sans m'en rendre compte. Un après-midi d'automne, alors qu'elle dessinait sur la terrasse et que le vent faisait danser les feuilles mortes dans le jardin, je me suis assise près d'elle. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais les mains moites, la gorge sèche. Je l'ai regardée et j'ai dit « Clémence, il faut que je te dise quelque chose d'important sur mon passé. » Elle a levé les yeux, surprise. Elle n'avait que 14 ans, mais son regard m'a transpercée. Elle a murmuré « Tu vas mourir ?» Je me suis mise à pleurer. J'ai secoué la tête. « Non, ma chérie, ce n'est pas ça. C'est une vérité que j'ai cachée toute ma vie. Une vérité sur moi et sur ta grand-mère. » Elle s'est redressée, attentive. Et alors, j'ai parlé. J'ai tout dit. Le premier soir, les regards de Gaston, la façon dont il entrait dans ma chambre, les silences de ma mère, les soirs où je me croyais folle, les jours où j'ai voulu mourir, j'ai tout vidé, sans m'arrêter, comme si les mots, une fois sortis, avaient été leur propre vie. Clémence ne m'a pas interrompue. Pas une seule fois, elle m'écoutait, le visage figé, les yeux grands ouverts. Je ne savais pas si elle comprenait tout, mais elle recevait. Elle accueillait ma douleur. À la fin, j'étais en larmes, tremblante, vidée. J'ai murmuré « Je ne voulais pas que tu portes ça. Je voulais te protéger, mais je crois que je me suis protégée moi-même aussi. » Elle a mis sa main sur la mienne et a dit « Je t'aime encore plus qu'avant. » Je n'oublierai jamais ces mots, jamais. Mais cette confession a eu un effet bouleversant sur moi, comme si, en sortant ce fardeau, je l'avais aussi ouverte aux autres. Une semaine après, j'ai décidé d'écrire une lettre à ma sœur Élise. Encore une fois, pas pour la supplier, pas pour qu'elle revienne, juste pour lui dire que je comprenais sa douleur, que je reconnaissais mon silence et que je portais une part de sa blessure en moi. Je ne savais pas si elle me répondrait, mais j'en avais besoin. Et puis, il y a eu cette réunion à l'église. C'était un dimanche matin. Le pasteur avait invité les femmes à venir partager leurs témoignages. J'étais assise au fond, comme toujours. Et tout à coup, je me suis levée. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'étais pas préparée, mais mes jambes ont marché. Ma bouche s'est ouverte et ma voix est sortie. Je m'appelle Geneviève, j'ai 74 ans et j'ai été abusée par mon beau-père à l'âge de 12 ans. Silence dans l'assemblée. Je tremblais, mais je continuais. Pendant des années, j'ai porté cette honte comme une croix. Je croyais que c'était de ma faute, que Dieu m'avait abandonnée, que si je parlais, j'allais tout détruire. Alors j'ai gardé le silence. Et ce silence m'a presque tuée. Il y avait des larmes dans la salle, des mains jointes, des yeux rouges. Et moi, pour la première fois, je respirais. Quand je suis descendue de l'estrade, une femme m'a prise dans ses bras, puis une autre et encore une autre. L'une d'elles, la cinquantaine, m'a murmuré à l'oreille « Moi aussi, je n'ai jamais eu le courage. Mais ce matin, vous m'avez rendu la parole. » Je suis rentrée chez moi ce jour-là en sentant que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une guérison magique, ce n'était pas une délivrance soudaine, mais c'était un début, un mouvement, une ouverture. J'ai commencé à écrire, à raconter, à mettre en mots les années perdues, les silences, les crises étouffées. J'ai même pensé à publier un livre, pas pour être lu, mais pour ne plus me cacher. Clémence m'encourageait. Elle disait « Maman, il faut que les gens sachent. Tu peux aider d'autres femmes. » Je ne me sentais pas encore prête, mais elle croyait en moi et ça suffisait pour que je continue. Un soir, alors que je rangeais de vieux cartons au grenier, j'ai retrouvé une photo de moi à 13 ans. Je portais une robe à fleurs. Mes cheveux étaient tressés et dans mon regard, il y avait une peur immense, une peur que je reconnaissais car je l'avais encore dans mes cauchemars. Je l'ai montré à Clémence. Elle a dit « C'est moi ça ?» Et j'ai répondu « Non, mais tu vois ce que je veux dire, hein ?» Elle a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. Ce soir-là, j'ai prié longtemps et j'ai dit à Dieu « Je ne te comprends pas, je ne sais pas pourquoi tu as permis ça, mais je suis encore là et je veux que ça serve à quelque chose. » Et je crois qu'il m'a entendu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, as-tu déjà ressenti ce poids du silence si fort que tu avais peur d'ouvrir la bouche, de peur que tout s'effondre? Dis-moi en commentaire, je veux parler, mais j'ai peur de tout casser. Parce que parfois, briser le silence, c'est aussi briser les chaînes. À mesure que les mots sortaient de moi, que les vérités enfouies remontaient à la surface, je me rendais compte que ma vie entière avait été bâtie sur une architecture de survie. Je n'avais jamais vraiment choisi, j'avais seulement réagi, j'avais accepté, j'avais courbé les chines, j'avais fui. Et maintenant, à plus de 70 ans, je voulais apprendre à dire non. Mais dire non, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche, c'est aussi fermer des portes,
couper des liens, se positionner, et cela, je ne l'avais jamais fait. La première porte que j'ai fermée, c'est celle de ma mère, celle que j'avais tant voulu comprendre, celle à qui j'avais tant pardonné en silence. Mais je ne pouvais plus lui trouver des excuses. Elle était morte depuis des années, mais en moi, elle avait encore cette voix glaciale qui disait « Tais-toi, Geneviève, tu exagères, ce n'était pas si grave. » Alors un jour, j'ai pris une chaise, je me suis assise devant le miroir et j'ai parlé à son reflet. « Maman, tu m'as trahi, tu as vu et tu n'as rien dit. Tu as su et tu as choisi de protéger ton mari au lieu de ta fille. Tu m'as laissé seule. Tu as couvert Gaston alors que tu aurais dû me serrer dans tes bras. » J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai frappé le sol. Puis j'ai dit « Je te pardonne, mais je ne t'écoute plus. » Et ce jour-là, dans mon cœur, j'ai fermé la porte. La deuxième porte que j'ai fermée, c'est celle de la honte. Cette vieille compagne silencieuse, tapie dans l'ombre de mes gestes. Celle qui me faisait baisser les yeux quand quelqu'un me demandait d'où je venais. Celle qui me faisait croire que j'étais sale, brisée, moins femme que les autres. J'ai pris un bain, long, chaud, avec des bougies autour. Je me suis regardée dans la glace, nue, les cheveux lâchés, le visage sans maquillage. Et je me suis dit, tu es vivante et tu es digne d'amour. Je me le suis répété 100 fois. Et à force, quelque chose a changé dans mon regard. Puis j'ai fermé la porte de l'église. Oui, celle-là aussi, pas la foi, pas Dieu, mais l'institution, le lieu, le bâtiment, ces bancs de bois où j'avais tant pleuré, sans jamais être entendu. J'ai compris que l'évangile ne m'avait jamais condamné. Mais les hommes, oui. Le pasteur qui disait que les femmes devaient se taire. La dame de prière qui disait que le pardon effaçait tout, même la justice. Les anciens qui fermaient les yeux, qui détournaient la tête quand une fille parlait de violence. Je ne pouvais plus prier là. Alors, j'ai arrêté d'y aller. J'ai commencé à prier dans mon jardin, dans mon salon, dans ma cuisine. Dieu, lui, n'avait jamais fermé la porte. C'était moi qui avais confondu sa voix avec celle des autres. Et j'ai compris que Dieu pleurait avec moi, pas contre moi. J'ai aussi fermé la porte du passé avec Élise. Elle ne m'a jamais répondu. Et j'ai arrêté de lui écrire. Pas par rancune, mais parce que j'avais besoin de tourner la page. J'ai brûlé ses lettres, nos photos, pas pour oublier, mais pour ne plus rester figé. Et puis, j'ai fermé la porte à certains souvenirs. Pas tous, mais ceux qui revenaient, sans prévenir, comme des gifles. J'ai appris à dire « Ce souvenir ne m'appartient plus, il appartient à celui qui m'a blessé. » Et j'ai commencé à en créer d'autres, à cuisiner avec Clémence, à rire avec mes voisines, à écouter de la musique le matin. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture à la bibliothèque du village. J'y ai rencontré Monique, une femme drôle et douce, qui m'a dit un jour « Tu n'as jamais pensé à écrire ta vie, elle est bouleversante. » Je lui ai souri et j'ai répondu « Je crois que j'ai commencé. » Et c'est là que j'ai compris que raconter, ce n'était pas se plaindre, c'était vivre, ce n'était pas remuer la douleur, c'était lui donner un sens. Et peu à peu, sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à ouvrir d'autres portes, des portes intérieures, des fenêtres oubliées. Et une lumière nouvelle est entrée, une lumière douce, pas aveuglante, la lumière de quelqu'un qui ne survit plus, mais qui vit. Et toi qui m'écoutes, quelles sont les portes que tu n'as jamais osé fermer? Dis-moi en commentaire. Je ferme la porte, mais je garde la clé. Parce que fermer une porte, ce n'est pas nier ce qu'on a vécu, c'est choisir de ne plus y vivre. Je ne sais pas à quel moment exact le déclic s'est produit. Peut-être que ça n'a jamais été un instant unique, mais une lente accumulation de murmures intérieurs. Ce que je sais, c'est qu'un matin, en me regardant dans la glace, je me suis vue comme je ne m'étais jamais vue avant. Je ne voyais plus seulement les rides, les cernes, les mains tordues par l'arthrose. Je voyais une femme debout, une femme qui avait traversé l'enfer et qui respirait encore. Je m'appelle Geneviève Martin, j'ai 82 ans et j'existe. Pas seulement comme une mère, pas seulement comme une survivante, pas seulement comme une femme qui a été blessée. J'existe en tant que personne. Et cette idée, aussi simple soit-elle, a bouleversé mon monde. Pendant des années, j'avais vécu en fonction des autres, de ce que Gaston voulait, de ce que ma mère acceptait, de ce que l'Église tolérait, de ce que les gens attendaient, même de ce que ma fille attendait de moi. Mais cette fois, j'avais envie d'exister sans autorisation. J'ai commencé à écrire chaque jour, pas pour publier un livre, juste pour moi, pour poser les mots, pour évacuer le trop-plein, pour donner une voix à celle que j'avais fait taire trop longtemps. J'ai écrit sur les jours noirs, sur les nuits blanches, sur les silences, sur les murs, sur la peur, mais aussi sur l'odeur du pain chaud,
sur les chansons anciennes, sur les après-midi avec Clémence, à écosser les haricots en parlant de la pluie et du beau temps. J'ai repris des photos anciennes, celles que j'avais rangées dans une boîte sous le lit, croyant que les cacher les ferait disparaître. Et j'ai regardé chaque image. Moi, enfant, avec mes couettes, avant tout ça. Moi, adolescente, les yeux tristes, mais encore rêveurs. Moi, jeune maman, tenant Élise dans mes bras, avec cette expression étrange entre l'amour et la panique. Et j'ai pleuré, mais pas de douleur, de reconnaissance. C'était moi. C'était ma vie, et même si elle avait été volée par moments, elle m'appartenait. J'ai commencé à marcher tous les matins dans les rues Ospalesra de Saint-Martin-de-Lez. Le petit village était paisible. Je crois que personne ne savait vraiment qui j'étais. Et pour la première fois, cela m'a rassurée. Je n'étais plus la femme d'eux, ni la mère d'eux, ni la victime d'eux. J'étais juste Geneviève, une vieille dame qui disait bonjour aux passants. Et j'ai découvert une forme de liberté dans cette banalité. Monique, du groupe d'écriture, m'a proposé un jour de lire un de mes textes à haute voix. Mon cœur a battu si fort que j'ai cru m'évanouir. Mais j'ai dit oui, et j'ai lu. Ma voix tremblait, mes mains aussi. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu des femmes pleurer. Des femmes me regarder avec ce regard qui dit « Tu viens de raconter ce que je n'ai jamais su dire. » Et ce jour-là, je n'ai pas seulement existé, j'ai compté. Pas parce que j'étais forte, mais parce que j'étais vraie. J'ai compris que mon histoire n'était pas une malédiction. C'était une semence, quelque chose que je pouvais planter dans la vie d'autres femmes pour qu'elles aussi se lèvent. Et à partir de là, j'ai commencé à me reconstruire. Pas à pas, j'ai repeint ma cuisine de jaune. Oui, jaune poussin, parce que j'avais besoin de lumière. Et tant pis si c'était trop vif. C'était ma maison. J'ai jeté les vieux draps, j'ai acheté de nouvelles tasses. J'ai mis de la musique le matin, même si je dansais toute seule. Et parfois, je pleurais encore, mais c'était différent. Ce n'était plus une douleur figée, c'était une douleur qui bougeait, qui guérissait, qui devenait mémoire au lieu de poison. J'ai écrit une lettre à Élise, pas pour qu'elle réponde, juste pour lui dire « Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu. Si j'ai échoué, sache que ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas, c'est parce que moi-même, je ne savais pas comment m'aimer. » Et j'ai glissé cette lettre dans un livre de la bibliothèque municipale au hasard. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouvera. Peut-être que ce sera elle, ou peut-être pas. Mais ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de réponse pour continuer à vivre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, que tu as lu tout ce que j'ai partagé, alors je te demande une chose. Commente cette phrase en bas de la vidéo. Je mérite d'exister moi aussi, parce que c'est vrai. Et je te le redis, tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni réparée, ni courageuse. Tu as juste besoin d'exister. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à dire pardon pour chaque souffle que je prenais. Peut-être quand ma mère me disait de ne pas parler trop fort, ou quand Gaston me regardait avec ce mépris silencieux dès que je disais ce que je pensais, ou quand le pasteur m'apprenait que la femme devait être douce, soumise, effacée, qu'elle devait porter sa croix en silence. J'avais tellement intégré cette idée que j'ai fini par croire que respirer déjà était un excès de ma part. Pendant des décennies, j'ai eu peur de prendre de la place, peur de déranger, peur d'être vue, entendue, désirée ou même simplement regardée. Je m'excusais quand quelqu'un me bousculait, je m'excusais quand la boulangère rendait la monnaie, je m'excusais quand quelqu'un levait la voix, même si je n'étais pas concernée. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Je ne saurais pas dire si c'est arrivé d'un coup ou si c'était en moi depuis longtemps, attendant le bon moment. Mais je me souviens d'un après-midi précis. Il pleuvait fort, le vent soufflait contre les volets et j'étais seule à la maison. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé la pluie me mouiller le visage et j'ai crié. J'ai crié sans mots, un cri brut, un cri d'animal blessé, un cri que j'avais retenu toute ma vie et j'ai compris que je n'avais jamais eu tort d'exister, qu'il n'y avait aucune honte à être là, à occuper un espace, à dire non, à dire oui, à dire je veux, à dire je suis fatiguée, à dire j'existe. Ce cri m'a libérée. À partir de là, j'ai commencé à marcher autrement. Pas plus vite, pas plus droit, mais plus présente. J'ai arrêté de m'habiller pour disparaître. J'ai osé porter des couleurs. J'ai osé me coiffer comme j'aimais, pas comme on attendait de moi. J'ai appris à dire non. Non aux gens qui ne me respectaient pas. Non aux obligations qui me détruisaient. Non aux souvenirs qui me faisaient croire que j'étais moins qu'une femme. Et j'ai aussi appris à dire oui. Oui à la vie, même tardive. Oui à l'amour, même discret. Oui à moi-même. Je me suis inscrite à un cours de peinture pour les seigneurs du village. Je n'avais jamais tenu un pinceau autrement que pour repeindre les murs. Mais chaque trait que je posais sur la toile était comme une cicatrice que je reconnaissais enfin.
Un jour, j'ai peint un visage. Le mien, pas lisse, pas parfait, mais vivant. Et j'ai signé en bas « Geneviève ». Pour la première fois, je mettais mon prénom sur quelque chose de beau. Et puis il y a eu cet atelier de théâtre. Monique m'a supplié de venir. J'ai ri au début. Moi, sur une scène. Quelle idée ridicule! Et pourtant, quand j'ai lu mon premier texte devant les autres, j'ai tremblé. Mais j'ai vu leurs yeux, j'ai vu leur silence respectueux, j'ai entendu leurs applaudissements. Et j'ai compris que j'avais une voix, une vraie voix, pas celle que j'avais cachée toute ma vie. Une voix qui racontait, qui partageait, qui guérissait. Un jour, Élise est venue me voir. Elle avait entendu parler de moi par une voisine. « Ta mère est devenue une star du théâtre local », lui avait-elle dit en riant. Elle est entrée dans la maison comme si elle marchait sur des braises. Moi aussi. On s'est regardé longtemps, sans un mot. Puis elle a dit « Tu m'as manqué ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai prise dans mes bras. Et dans ce silence, j'ai entendu tout ce qu'on n'avait jamais su se dire. On a marché dans le jardin. Elle a regardé les tomates que j'avais plantées. Elle m'a demandé si elle pouvait rester quelques jours. J'ai dit oui, sans condition. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas un oubli, c'était un choix, celui de recommencer autrement. J'ai cessé de m'excuser d'exister le jour où j'ai compris que ma douleur n'était pas un crime, qu'avoir souffert ne faisait pas de moi un fardeau, que survivre était déjà un acte de bravoure. Et si toi aussi tu portes un poids qui ne t'appartient pas, je te demande de commenter cette phrase en bas de la vidéo. Je ne m'excuserai plus jamais d'être en vie parce que tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à racheter. Tu es là et c'est suffisant. Je me lève tôt. Je marche pieds nus sur le sol de cette vieille maison en pierre à Vézac. Il fait frais, le bois grince, les oiseaux chantent au loin. Je suis seule, mais je ne suis plus vide. Je prépare mon café doucement, comme un rituel. Je ne cours plus, je ne fuis plus. Je suis ici, maintenant, entière. Il m'a fallu plus de 80 ans pour comprendre ce que signifie vivre sans peur. La peur m'avait suivi partout. Elle était là dans les couloirs de l'enfance, quand je retenais mon souffle pour ne pas réveiller la colère de mon frère. Elle me tenait la main quand je priais un Dieu que je ne comprenais pas, en me demandant si j'étais punie, si j'étais indigne, si j'étais le problème. Elle s'asseyait à table avec moi, mangeait mes silences, se couchait avec moi chaque nuit, même dans les moments de joie. Elle restait en embuscade, prête à me rappeler que je ne la méritais pas. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Je ne vis plus dans la peur d'être moi. Je ne vis plus dans la peur de perdre, de décevoir, d'être rejetée. J'ai compris que ceux qui m'ont fait croire que je devais mériter l'amour ne savaient pas eux-mêmes ce qu'était l'amour. Je n'ai plus besoin de l'approbation de ceux qui m'ont piétinée. Je n'attends plus que ma vie commence. Elle est là. Elle bat doucement dans les gestes simples. Planter des fleurs, faire du pain, regarder les nuages, lire un roman en entier sans interruption. Elle respire dans chaque sourire que je croise au marché. Elle danse dans mes souvenirs, même les plus douloureux, parce que je ne les cache plus. J'ai commencé à écrire, pas pour publier, pas pour être lu, juste pour poser les mots, pour déposer mes blessures sur le papier, pour que quelqu'un, un jour, en les lisant, se sente moins seul. On m'a proposé de raconter mon histoire à une association locale de femmes âgées. J'y suis allée avec mes carnets, tremblante, et j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai dit les mots « viol, silence, culpabilité, abandon, renaissance ». Elles ont pleuré. Elles ont raconté aussi. Et j'ai vu que ma voix, ma petite voix, celle que j'avais étouffée si longtemps, pouvait devenir lumière pour d'autres. Je n'ai pas de grande maison. Je n'ai pas d'héritage à laisser. Mais j'ai ça, ma vérité. Et c'est un trésor. Ma fille Élise vient me voir plus souvent. Elle reste plusieurs jours. Parfois, on se dispute encore, mais on se parle, on se comprend. On se pardonne à petite dose, comme on apprend à marcher sur une jambe blessée. Elle m'a dit un jour, « Tu sais, maman, j'ai eu peur toute ma vie de te ressembler. Mais aujourd'hui, j'espère avoir ta force. » J'ai pleuré, oui, mais c'était des larmes de guérison. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas peur de partir. J'ai fait la paix avec mes ombres. Je regarde cette vieille photo accrochée dans le couloir. Je me vois petite, avec mes tresses et mon regard trop sérieux. Et je lui dis à cet enfant, « Tu n'as jamais été le problème. Tu as survécu. Et maintenant, tu vis. Je te parle à toi qui m'écoutes. Toi qui as peut-être aussi grandi avec un poids sur les épaules, qui as cru que tu devais être parfaite pour être aimée, qui as appris à te taire pour ne pas perdre ce qu'on te donnait à moitié. Je te parle avec mes rides, avec mes cicatrices, avec ma foi retrouvée. Tu n'es pas seule. Et tu n'as pas à vivre dans la peur, pas une minute de plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu commandes cette phrase. Moi aussi, je choisis de vivre sans peur. Dis-la
écris-la pour toi, pour la petite fille que tu étais, pour la femme que tu es devenue, pour la liberté que tu mérites. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec une femme que tu aimes. Peut-être qu'elle a besoin, elle aussi, d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour vivre sans peur. Cette histoire est la mienne, elle est vraie, elle m'appartient. Merci de m'avoir écouté.